Bonjour à tous, comment on se retrouve bien? Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Docteur David. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire à l'époque la plus proche du néolithique, c'est-à-dire 5000 à 10 000 ans avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'était la Côte d'Ivoire à cette époque-là? En passant par sa création, les peuples ayant habité la Côte d'Ivoire depuis des temps très anciens, avant même que les différentes ethnies présentes en Côte d'Ivoire cherchaient à s'installer. Jusqu'à sa vie indépendante, les divergences avec les différents présidents qu'elle a connus jusqu'en 2019. Côte d'Ivoire, 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, c'est parti. L'histoire de la Côte d'Ivoire. Le pays a été occupé depuis des temps très anciens, comme l'attestent les nombreux outils de pierre trouvés à l'époque paléolithique. À l'époque la plus récente du néolithique, le Sahara commence à se désertifier. Devant l'assèchement progressif de leurs terres arabes et de leur pâturage, les Africains du Nord descendent vers le sud pour y trouver de bonnes conditions climatiques, pour continuer à s'adonner à l'élevage ou l'agriculture. Cette lente migration vers le sud bouleversera la géographie humaine des pays subsahariens où des peuples très anciens durent se retirer pour laisser la place aux nouveaux arrivants. Parmi ces peuples archaïques, il y avait certainement les Pygmées, réfugiés aujourd'hui dans la grande forêt d'Afrique centrale et dont l'implantation préhistorique était signalée par les Égyptiens et l'historien grec Hérodote jusqu'à dans la grande vallée du Nil. Les Pygmées ont peut-être été les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Dans les traditions orales, la plupart des peuples actuels, en particulier les Dan-Yakuba, racontent que leurs ancêtres, arrivant dans le pays, y ont trouvé des petits hommes roux qu'ils repoussèrent dans la forêt. Ils étaient dotés de pouvoirs surnaturels. Pour ce fait, ils étaient obligés de faire des cadeaux pour se les concilier. On peut penser que les Pygmées, qui ont disparu aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, ont été décimés, repoussés vers l'extérieur ou complètement assimilés. Jusqu'à une date plus récente où la Côte d'Ivoire a été l'objet de grandes migrations. Les premiers commençaient peut-être au premier millénaire avec les Sénoufos qui se sont installés dans le nord du pays. Puis arrivait la vague du 15 au 16e siècle, les Malinké, appartenant au peuple mandingue, lorsque le grand empire du Mali tomba en décadence. Beaucoup s'installèrent dans la région autour d'Odjéné, Boundjali et Kong, occupant une partie de l'ancien territoire des Sénoufos et créèrent des petits royaumes. Dans le même temps, d'autres peuples mandingues comme les Dan et les Gouro se fixèrent dans l'est et dans le centre du pays, repoussant vers le sud-ouest et la basse côte les peuples roux, c'est-à-dire les Wè, les Bété, les Dida, etc. Au XVIIIe siècle, une partie de ces peuples d'origine mandingue appartenait au royaume Kong, fondé par Sékou Ouattara, puis au XIXe siècle, au Kabadougou, autour d'Odjéné, créé par Vakaba Touré, ainsi qu'à l'empire du conquérant malinké, l'empire de Samori Touré, fondé en 1880. Venus du nord-est, les Dagomba, conduits par le prince Bokani, occupent la région de Bouna au 19e siècle, où ils fondent le royaume du même nom et prennent alors le nom de Koulango. À la fin du siècle dernier, le royaume de Bouna sera réduit à néant par les troupes de Samori Touré. Les grandes migrations des Akans, qui commencent à la fin du 19e siècle, sont les plus célèbres. Ce sont d'abord les Lagunaires, Abé, Ébrié, Avikam, Atié, etc., qui occupent toute la grande région autour d'Abidjan. Comme les Lagunaires, les Abrons quittent le Ghana et s'installent dans la région de Bondoukou, où leur royaume s'organise au XVIIe siècle. Venant du Ghana, une première vague d'Agni fixe en 1680 dans la région d'Abosso et crée le petit royaume du Sanoui. Après la bataille de Feyasé en 1701, où l'empereur ghanéen Oseyi Tutu écrase l'armée du Dankira, beaucoup de vaincus quittent le Ghana et s'installent au bord de la région du Komoé. Ils y fondent leur capitale, Zaranou, qui sera bientôt dans la sphère de l'influence du Ghana. Petit mais très prospère, il tirait sa richesse dans les mines d'or, puis au XXe siècle par la culture du café-cacao. Chassé du Ghana, la reine Ablapoku entraîne le camp Akan des Assoubou vers l'ouest. Selon la légende, ils sont arrêtés par le Komoé. Mais en sacrifiant son fils, Ablapoku obtient une aide. Un arbre géant tombe en travers du fleuve, permettant le passage des fugitifs, puis relève cette parcelle improvisée à l'arrivée de leurs poursuivants ghanéens. En souvenir du sacrifice du fils d'Ablapoku, ces sujets prirent le nom de Baoulé. Baoulé qui signifie
l'enfant est mort. Après avoir repoussé les Sénoufos vers le nord, les Baoulés se taillent un royaume dans le centre de la Côte d'Ivoire. Installés dans leur capitale Sakassou, au sud de Bouaké, les souverains régneront jusqu'à la fin du siècle dernier sur un territoire qui s'était réduit comme une peau de chagrin. En effet, à partir du milieu du 19e siècle, le royaume baoulé s'était fractionné en d'innombrables chefferies indépendantes du pouvoir. Les Européens et la traite, l'arrivée des navigateurs portugais, tandis que tous ces peuples traversent l'Afrique de l'Ouest et s'y délimitent des territoires, le plus souvent par la force. Les premiers Européens apparaissent dans le golfe de Guinée à la fin du XVe siècle. Ce sont des navigateurs portugais dont les intentions à l'époque étaient pacifiques. Ainsi, en 1471, Joao de Santarém et Pedro de Escobar doublent le cap des Palmes et atteignent une rivière à laquelle ils donnent le nom de Saint-Andrea. Saint-Andrea qui est actuellement Sassandra. Mais avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 et le début de l'économie de la plantation, tout change. Les Indiens ayant été décimés parce qu'ils ne supportaient pas les travaux imposés par les conquistadors européens, il faut donc trouver de la main-d'œuvre. Celle-ci est toute désignée. À partir du XVIe siècle, les Africains seront déportés en masse vers le Nouveau Monde. Tous les États européens y contribueront en fondant des comptoirs sur les côtes africaines jusqu'à l'abolition de la traite négrière au siècle dernier. Ce sinistre trafic prendra le nom de commerce triangulaire. En effet, le premier côté du triangle correspond au départ d'Europe des navires négriers chargés de pacotille, c'est-à-dire pelles, miroirs, étoffes, etc. Ils descendent vers les côtes africaines où ils troquent leurs marchandises contre des esclaves. Puis ils repartent sur le Nouveau Monde et échangent aux Antilles, en Amérique, leur bois d'ébène contre du sucre, du rhum ou du coton. Dernier périple fermant le triangle, le retour vers l'Europe où le rhum, le sucre et le coton sont vendus contre de l'argent comptant. Le cycle est terminé, le navire négrier est prêt pour un autre voyage. Pendant cette période, la Côte d'Ivoire verra arriver à Sassandra, Grand Laou et Jacquesville des traitants cherchant des esclaves et de l'ivoire ainsi que les premiers missionnaires. En 1687, Gonzalves fonde une chapelle à Assigny. D'Assigny également vint le jeune prince Agnaba qui se rendit à Versailles où Louis XIV en fit son filleul et lui fit commander une cavalerie après l'avoir fait baptiser par Bossuet. Au 19e siècle, l'esclavage ayant été aboli, les grandes puissances européennes cherchent d'autres ressources à exploiter en Afrique, dont la tesse, bois, ivoire, or, pierres précieuses. Pour en faire l'inventaire, ils lancent des explorateurs à l'intérieur du continent noir qui vont également signer des traités avec les chefs africains plaçant leur territoire sous tutelle. Dès 1830, en Côte d'Ivoire, l'officier de marine française Louis-Édouard commence à faire signer des traités par tous les chefs africains sur les côtes atlantiques. Quelques années plus tard, il sera suivi par Trèche-la-Plaine et par Binger qui obtiendront la signature des chefs de l'intérieur, Abron de Bondoukou et Djoula de Kong dans les années 1880. Nous allons maintenant voir la guerre de Samori Touré. Mais les Français auront des problèmes avec Samori Touré en train de se tailler un empire en Afrique de l'Ouest. Après la destruction de l'empire de Bouna par les soldats du chef Malinké, les Français envoient des colonnes militaires contre lui en 1892. Défaite, les Français doivent se replier tandis que Samori Touré détruit Odjené puis Kong en 1895. Après plusieurs batailles, Samori est finalement capturé en 1898 puis déporté au Gabon. Entre-temps, la France solidement installée à Assigny et Grand-Bassam fait de la Côte d'Ivoire une colonie en 1893 avec Binger comme premier gouverneur. Capitale de la Côte d'Ivoire, Grand-Bassam est atteint par une terrible épidémie de fièvre jaune et vidé de ses habitants en 1899. Bingerville lui succède. En 1902, toute l'Afrique de l'Ouest fait partie de l'AOF, AOF qui signifie Afrique occidentale française, dont le gouverneur réside à Dakar. En 1934, Abidjan remplace Bingerville comme capitale de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que lors des deux guerres mondiales, toute l'Afrique française paiera lourd en hommes et en vivres au conflit. Puis en 1944, la conférence de Brazzaville, réunie par De Gaulle, amorce l'idée d'une économie possible des colonies françaises. Après-guerre, des intellectuels africains militent de plus en plus pour l'indépendance. Parmi eux, le médecin ivoirien
Félix Houphouët-Boigny. Il est élu député et part siéger à l'Assemblée constituante de Paris où il fait voter en 1946 la loi abolissant le travail forcé dans les colonies françaises. La même année, il est un des fondateurs à Bamako du RDA auquel appartiennent les dirigeants africains les plus importants de l'Empire français. À la suite de provocations, les leaders ivoiriens sont emprisonnés à Grand-Bassam puis relâchés. En 1952, Houphouët est élu à l'Assemblée territoriale puis entre au Parlement français 4 ans après. Durant cette même année, en 1956, il devient ministre délégué en France, ce qui lui permet de travailler à la loi cadre des territoires d'outre-mer votée en juin 1956. Président du Grand Conseil de l'AOF en 1957 et Premier ministre 2 ans après de la Côte d'Ivoire, il mène celle-ci à l'indépendance le 7 août 1960 et prend la présidence. De l'indépendance à nos jours, dès le début, le président de la République s'est fixé des objectifs ambitieux, obtenir rapidement l'autosuffisance alimentaire, diversifier les cultures afin d'être moins dépendant du café et du cacao et enfin lancer la construction des barrages permettant l'implantation de centrales hydroélectriques. Dans les années 70, le pays connaît ainsi une très forte croissance économique soutenue par le cours du café-cacao. Le pays lança ainsi un plan d'industrialisation et le développement des infrastructures. De 1982 à 1984, la Côte d'Ivoire rencontre sa première grande crise économique due à l'effet simultané de la sécheresse et de la chute des cours du café-cacao. Mais en 1987, la Côte d'Ivoire se déclare insolvable devant une dette de 4,5 milliards de francs. En juillet 1987, Félix Houphouët-Boigny décide de bloquer les exportations de cacao afin d'enrayer la chute vertigineuse des cours. Cependant, cette mesure ne sera pas suivie à la lettre et aura donc pas l'effet escompté. Le 5 juin 1989, le prix du cacao payé par l'exploitant passe de 400 francs le kilo à 250 francs. Le 27 septembre 1989, le pape Jean-Paul II en personne inaugure la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Mars 1990, application du plan d'austérité décidé en 1989 par la Banque mondiale et le FMI, prévoyant notamment la baisse des salaires du service public et le prélèvement d'une contribution de solidarité dans le secteur privé. La Côte d'Ivoire renoue avec le multipartisme. Le 28 octobre 1990, les élections présidentielles proclamant pour la 7e fois consécutive Félix Houphouët-Boigny président de la République de Côte d'Ivoire avec plus de 80% des suffrages. Le 7 décembre 1993, le président Félix Houphouët-Boigny est décédé. La Côte d'Ivoire perd son père spirituel. Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, lui succède à la tête de l'État. Le 12 janvier 1994, le franc CFA est dévalué à 50%. Cette mesure sera accompagnée d'une baisse des taxes douanières à l'entrée pour essayer de limiter l'inflation. Cette dévaluation dope les exportations. Le 22 octobre 1995, Henri Konan Bédié est élu président de la République de Côte d'Ivoire avec 95% des suffrages exprimés. Le 23 décembre 1999, des militaires se mutinent pour ne pas avoir reçu des primes suite à une mission de maintien de la paix en Centrafrique. Le 24 décembre 1999, le général Robert Guéhi prend le pouvoir, annonce la destitution du président Henri Konan Bédié et dissout l'Assemblée nationale ainsi que certaines institutions. Le 26 décembre 1999, Henri Konan Bédié, accompagné du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de certains dignitaires de son parti, sont évacués au Togo par les forces armées françaises. Le 4 janvier 2000, un gouvernement de transition est formé. Le général Robert Guéhi est président de la République de Côte d'Ivoire, président du CNSP et ministre de la Défense. Le 1er août 2000, une nouvelle constitution votée par le référendum en date du 23 juillet 2000 à plus de 86% des suffrages est adoptée et promulguée. C'est ainsi que naît la Deuxième République de la Côte d'Ivoire. Aux élections d'octobre 2000, auxquelles Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara sont exclus, aux élections d'octobre 2000, Gbagbo Laurent est déclaré vainqueur. Le 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État échoue. Le général Guéhi ainsi que le ministre de l'Intérieur, Ouagadougou. Une rébellion qui divise le pays en deux parties. Plusieurs accords ont été signés, mais celui de Ouagadougou au Burkina Faso semble bien marcher.
et une lueur d'espoir de paix renaît dans le pays. Le 26 janvier 2003, Laurent Gbagbo accepte l'accord et nomme le nouveau Premier ministre Seydou Diarra. Guillaume Soro, secrétaire général du MPCI, annonce que son mouvement a obtenu les portefeuilles de la défense et de l'intérieur. Du 3 au 8 février 2004, visite de réconciliation en France de Laurent Gbagbo. 4 avril, début de l'opération Onissi en Côte d'Ivoire avec 1300 soldats. Le 26 avril 2005, Laurent Gbagbo annonce qu'il accepte la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle. Le 27 septembre, Laurent Gbagbo annonce que l'élection présidentielle ne pourra pas se tenir le 30 octobre et qu'il maintiendra son poste après cette date. Le 1er mars 2006, Laurent Gbagbo, le Premier ministre Charles Konan Banny, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Guillaume Soro se réunissent à Yamoussoukro. Il s'agit de la première rencontre en terre ivoirienne des principaux acteurs de la crise depuis septembre 2002. Et en septembre 2006, des déchets toxiques convoyés à Abidjan par un navire étranger, le Probo Koala, est déversé dans des décharges publiques, intoxiquant près de 1500 personnes et font 17 morts. Le 16 mai 2007, cérémonie de destruction des armes détenues par le groupe d'autodéfense dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le 22 octobre 2008, verdict du procès des responsables de la pollution provoquée par le Probo Koala. La cour d'assises condamne de 5 à 20 ans de prison 2 des 9 personnes jugées pour le déversement des résidus du nettoyage des cales du cargo. Octobre 2009, un rapport de l'ONU s'inquiète du réarmement dans le nord du pays. En novembre, l'élection présidentielle est reportée une nouvelle fois au début de l'année 2010. Le 12 février 2010, Laurent Gbagbo annonce la dissolution du gouvernement et de la commission électorale indépendante après plus d'un mois de crise de cette institution. La crise post-électorale le 2 décembre. La commission électorale annonce la victoire d'Alassane Ouattara, mais cette annonce est aussi rejetée par le Conseil constitutionnel. Le 5 décembre, la Côte d'Ivoire compte 2 présidents et 2 chefs de gouvernement. Alassane Ouattara, installé au Golf Hotel d'Abidjan, reconduit Guillaume Soro au poste du Premier ministre, tandis que Laurent Gbagbo annonce la nomination de Gilbert Marie Ngbo Aké au même poste. En mars 2011, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FSI, composées de soldats des FDS ayant fait défection, d'ex-rebelles des forces nouvelles, lancent une grande offensive militaire le 28 et parviennent à Abidjan le 31, où ils se heurtent à la résistance des partisans de Laurent Gbagbo dans leur bastion de la capitale économique. En juin, l'ONU s'inquiète de la multiplication des violences en Côte d'Ivoire. En août, Laurent et Simone Gbagbo sont inculpés pour crimes économiques. En novembre, incarcération de l'ex-président Laurent Gbagbo à la CPI pour 4 chefs d'accusation. En 2012, après être déclaré pays très pauvre et très endetté, en 1998, la Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement en juin 2012. Pour rappel, le stock de la dette publique totale à la fin de l'année 2012, à la fin de l'année 2011, s'élevait à 8 377 milliards de francs CFA, soit 69,9% du PIB. Jusqu'en 2015, Alassane Ouattara est élu lors d'une nouvelle élection présidentielle. En 2016, une nouvelle constitution pour tourner la page des crises. En 2017, débâcle de l'accusation contre M. Gbagbo le 1er décembre. Le 1er février 2019, libération sous condition de l'ex-président ivoirien. La Belgique accueille l'ex-président ivoirien, M. Koudou Laurent Gbagbo. Voilà les amis, c'est tout pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes ivoirien, c'est l'histoire de votre pays. Gravez-la tout au fond de votre cœur et partagez au maximum la vidéo à vos amis, vos frères et vos sœurs, toutes personnes que vous connaissez qui sont ivoiriens ou pas, car il est très important de connaître l'histoire de son pays. Allez les amis, on se dit à vendredi 18 h pour un nouvel épisode du Dr David. Ciao.